Xavier est physio, puis justement, il est en partenariat avec nous autres avec la Scrimici. Fait qu'on a décidé qu'on voulait jaser de différents sujets avec ce dernier. Fait que je te laisserai te présenter un peu, parler aussi c'est quoi ton intérêt pour le médiéval, ce qui a fait que la Scrimici s'est intéressée dans le partenariat, puis tout ça, de savoir d'où tu arrives, parce qu'on a un bagage commun aussi et similaire. Exact. Fait qu'essentiellement, c'est ça. Moi et Alexandre, on s'est rencontrés d'un ami commun qui nous a mis en contact l'année passée. Puis c'est ça, moi je suis physiothérapeute, comme je le disais dans les Q&A, je suis physiothérapeute depuis 2015. Puis depuis 2015 aussi, ce qui a un peu rejoint un peu nos deux domaines, c'est que je suis organisateur aussi pour le Grandeur Nature Brume-Lance qui a commencé en 2015. Fait que quand j'ai commencé ma pratique. Fait que je prétendrai pas, par contre, avoir une connaissance exhaustive de l'escrime médiéval parce que, comme on le sait, les grandeurs nature, c'est de l'épée en latex, l'épée en mousse, puis c'est beaucoup plus théâtral, en fait, dans l'application. Puis même à l'intérieur d'un GN, je suis pas un très bon combattant en soi. Fait que ça joue un peu. Mais c'est ça, j'ai quand même un intérêt oui, l'univers des grandeurs nature, mais pour tout ce qui est médiéval en général aussi. Puis un ami en commun, Guillaume Morin, nous avait mis en contact l'année passée par rapport au tout, puis peut-être faire contribuer la Scrimici avec des conseils puis des suivis en physiothérapie pour les athlètes selon le besoin. Fait que c'est pas mal ça. Puis c'est ça. Puis j'ai aussi un bagage, moi, pas nécessairement en préparation physique, mais en entraînement musculaire aussi. Fait qu'au-delà d'être physiothérapeute, qui est moins le cadre du physiothérapeute, j'ai quand même des bonnes bases en entraînement en salle aussi. J'ai pas nécessairement de formation comme telle, mais j'ai lu beaucoup sur le sujet depuis 8 ans. Puis probablement que ça va se refléter durant le podcast aujourd'hui quand on va venir le temps de parler d'exercices un peu préventifs ou complémentaires à l'escrime. Fait que c'est pas mal mon intro. Yes, ben merci beaucoup d'être là. Ce qui est intéressant aussi, c'est sûr que des fois, on s'entend que l'escrime médiéval, c'est aussi quelque chose qui commence à être documenté. Il n'y a pas nécessairement énormément d'informations, notamment sur de la documentation scientifique en physio. Fait que c'est sûr que parfois, ben, on va tirer des conclusions ou émettre des On théories va plutôt. extrapoler certaines choses. C'est ça. Puis l'important, ça va être justement de se dire, OK, qu'est-ce qu'on on sait qu'il y a des énormes chances d'être bon, puis de pas aller justement dans de la pseudo-science ou s'éloigner super loin avec des trucs plus particuliers. Des On va théorèmes. Ouais, non, c'est ça. On va essayer de rester le plus possible justement dans le concret, puis dans le sujet qui nous intéresse. Fait que on va s'avancer là-dessus. Une première affaire, j'aimerais qu'on jase justement, tu sais, on a un partenariat Scrimici avec la physio. Puis j'aimerais ça qu'on en jase un peu d'un, comment que ça fonctionne, c'est quoi les, tu sais, tu pourrais en profiter pour nous rappeler un peu comment, c'est quoi les règles d'engagement à ce niveau-là, puis aussi comment que tu vois justement la rencontre qui en découle. C'est ça. Ultimement, en fait, moi, je pratique à la clinique Réseau Santé 360. Puis, il y a un partenariat entre la clinique puis la Scrimici. Fait que, pour les tarifs, en fait, de traitement et tout, vous pouvez contacter directement la clinique. J'ai pas le numéro de téléphone en tête en ce moment, mais c'est la clinique Réseau Santé 360 sur le chemin Sainte-Foy. Puis, dans le fond, on offre des tarifs équivalents à nos tarifs étudiants aussi. Fait que vous pouvez juste appeler, puis ils vont préciser un peu avec vous les détails de la chose pour la première rencontre, puis les rencontres subséquentes aussi en scrimici avec les athlètes de la scrimici. Puis c'est juste de mentionner que vous êtes un athlète de la scrimici pour profiter des tarifs, en fait, de partenariat. L'autre chose aussi, c'est que par rapport, admettons, à notre première rencontre ensemble, encore là, j'en ai parlé dans le Q&A tout à l'heure, dans la période de questions. Ultimement, en physiothérapie, comment on fonctionne, c'est que notre première rencontre, c'est comme une rencontre initiale d'évaluation. C'est pas uniquement de l'évaluation des problématiques. On prend aussi la peine de commencer à outiller les athlètes puis les patients sur comment prendre en charge les problématiques. Je fais aussi de la thérapie manuelle aussi à même cette rencontre-là, une fois qu'on a comme trouver le problème, puis cibler un peu les causes derrière tout ça. Fait que la thérapie manuelle, en quoi ça consiste, c'est que je fais des travails manuels avec mes patients selon le besoin. Fait que technique de relâchement musculaire, relâchement articulaire. Puis après ça, on veut travailler un petit peu ces composantes-là à la maison selon la problématique qu'on introduit, puis on enseigne des exercices
par rapport au tout. Puis après ça, c'est de voir un peu aussi c'est quoi qui peut être fait à même l'environnement en termes de pratique sportive sur le dosage, le temps que la blessure puis le motif de consultation sont présents, en fait. Fait que c'est pas mal ça. Dans le fond, on embarque quand même assez dans le concret dès le début, là. C'est ça. Fait que moi, mon but quand je vois les gens à la première rencontre, c'est pas juste qu'on cible le problème et que ce soit ça qui est ça. C'est je veux enseigner aux gens c'est quoi le problème, c'est quoi nos pistes par rapport à la cause du problème, parce que des fois, c'est un trauma, on a mal chuté, on a reçu un coup à un mauvais endroit, ou parfois même c'est de la surutilisation, peut-être un aspect technique qui devrait être modifié. Fait que souvent, c'est les différentes causes d'un point de vue sportif qui peuvent amener à avoir une blessure ou une douleur, une tendinopathie ou une entorse quelconque. Fait que là, c'est ciblé pour nous à la première rencontre. C'est quoi la cause? Comment on fait pour la traiter, puis c'est quoi les outils qu'on met en place pour le traiter concrètement. Fait que ça peut être des exercices, ça peut être des techniques manuelles, souvent un mix des deux, mais c'est souvent aussi de regarder qu'est-ce qui a provoqué la douleur ou la blessure. Est-ce que c'est un problème technique au niveau de l'escrime? Est-ce que c'est un problème d'équipement aussi qui crée un mauvais mouvement puis qui amène peut-être des compensations puis des tendinites? Fait que ça, c'est des choses de région en région du corps qu'on pose lors de la première rencontre puis qu'on amène à l'athlète. Puis après ça, si l'ouverture est présente puis il faut une communication avec les instructeurs, bien ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement aussi. C'est intéressant parce que tu parles aussi l'équipement qui peut amener un mauvais déplacement ou autre, parce que c'est sûr et certain qu'avec le matériel qu'on porte pour ne pas se blesser par impact, on n'a pas le choix malheureusement d'altérer les mouvements puis les déplacements qu'on fait. Puis par exemple, les gants, c'est souvent un enjeu, on se protège les mains, mais c'est lourd, c'est souvent raide, fait qu'on force plus avec les doigts pour tenir l'épée, fait que fatigue des mains plus grande, probablement risque de tendinite qui peuvent venir avec ça aussi. Fait que c'est ça, par rapport à l'équipement, encore là, mes connaissances sont pas très exhaustives, mais si on reflète justement le gant ou le poids du casque, c'est deux facteurs qui peuvent contribuer. Fait qu'il faut, il faut que ça protège de tout ce qui est cou et tout, mais des fois, les gants, selon la rigidité ou l'étroitesse, surtout, quand j'avais vu des gens de la scrim ici l'année dernière, c'était que certains profils de gants qui sont un peu plus étroits que d'autres ou qui n'ont pas la bonne grandeur peuvent effectivement favoriser les tendinites en déviant un peu l'axe naturel des doigts. Et on n'a pas nécessairement ce même enjeu-là avec certains modèles de gants. Puis ça, on avait eu l'occasion de le regarder aussi quand j'étais venu en salle avec vous. C'est pas le même enjeu qu'on a avec tous les modèles de gants. Fait que ça, c'est quelque chose selon notre profil de main et tout qu'on peut regarder ou que je peux questionner les athlètes à même la rencontre. Puis là, après ça, tout dépendant de ce qui est réaliste, si on cible que ça peut être un facteur contribuant au problème, c'est quelque chose qui peut peut-être être modifié comme dans les semaines ou les mois suivants pour que l'athlète ne se blesse pas. Parce qu'on veut guérir les problématiques, mais on veut aussi prévenir qu'il y ait des récidives ou autres à même l'entraînement pour que les gens aient moins besoin de venir me voir aussi sur le long terme. oui, parce que dans ta première rencontre, c'est souvent ça aussi. Si tu es capable de justement avoir un cas clair, puis que tu peux donner des exercices, généralement, c'est mieux de revenir après la première, mais tu n'es pas pantoute dans la philosophie de dire je veux que tu t'abonnes à un suivi. Puis la physiothérapie, en fait, c'est important de comprendre, puis c'est aussi dans ma philosophie de traitement, c'est pas quelque chose, il n'y a pas d'abonnement en physiothérapie, puis le physiothérapeute, nous, notre rôle professionnel, c'est qu'on traite les problématiques, puis il y a un sentiment quand même d'efficacité. Fait que oui, en général, c'est rare qu'on peut régler la problématique en une rencontre, mais on veut être efficace, puis on veut qu'au bout de quelques semaines, si la problématique est aiguë, ben on est capable de la gérer, de la traiter en certaines rencontres qui peuvent aller de 2, 3, 4 rencontres, des fois un petit peu plus long, ça peut être des suivis plus longs, mais une fois que ça c'est réglé, notre but, c'est pas de voir le patient 2 fois par semaine, ou une fois par semaine pendant 10, 15 semaines, en fait. Surtout pour une blessure initiale qui est peut-être une tendinite ou une entorse de grade légère, ben à ce moment-là, on n'aura pas tendance à voir la personne pendant très, très longtemps. Puis notre but, c'est de mettre des choses en place, surtout si la blessure n'est pas traumatique
mais c'est plus comme une blessure de surutilisation qui est peut-être axée sur la technique de la personne ou qu'il y a des contribuants au niveau de l'environnement, ben on veut s'assurer que ça, c'est modifié pour que la personne elle guérisse plus vite, puis qu'elle ne se blesse pas non plus sur le long terme. On parle justement de tout ce qui est autant l'équipement qui peut avoir des problèmes, générer des problèmes ou une surutilisation puis tout ça. Souvent en escrime, j'aime parler de justement faire une escrime durable, puis je pense que justement ça rejoint bien les principes dont tu parles, puis la prévention, puis tout ça. Par exemple, si je fais juste un petit aparté plus escrime ici, nous autres, quand on définit une escrime durable, on le regarde sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est si vous étiez à cette époque-là, est-ce que ce que vous faites pourrait fonctionner? Parce que ce serait votre carrière, est-ce que vous pourriez faire carrière? Fait que, si on va au niveau plus technique, on va dire justement parer un coup avec son bras pour se protéger la tête en échange de frapper l'autre dans la tête. Peut-être que sur le coup, ça a l'air victorieux, mais la réalité, c'est votre bras, ça ne remettra peut-être pas, vous allez peut-être vous infecter puis mourir, ou vous faire arracher le bras parce qu'il va falloir l'amputer, etc. Fait que ça, c'est pas durable, mais il y a aussi tout l'aspect moderne, puis qui peut aussi combiner dans l'aspect historique, c'est on a beaucoup une vision justement que oui, c'est un sport, puis c'est très exigeant comme sport, puis on peut se donner autant qu'on a de l'énergie, puis peut voir à quel point on est en forme, on peut quand même se brûler dans une soirée. Mais on a quand même une vision de se dire le but, c'est de maîtriser beaucoup plus la tactique, puis d'agir au bon moment, puis de la bonne manière, puis de manipuler l'adversaire pour que justement on se protège de l'effort pour qu'on mette juste de l'énergie au moment qui est opportun. Puis ça, c'est dans le but de se dire, justement, plus on vieillit, veut pas, moins notre performance physique va être grande. Puis de se dire, ben nous autres, ce qu'on veut, c'est que plutôt que l'escrime soit bâti sur la performance physique, qu'elle le soit beaucoup plus sur la tactique. Ce qui fait qu'en vieillissant, en théorie, on va être plus expérimenté, puis même si on va dégrader en termes de performance physique, on va quand même s'améliorer beaucoup en termes de maîtrise tactique puis martiale. Mais ça vient aussi avec l'idée justement que d'avoir une pratique qui n'est pas basée sur le fait de juste tout donner physiquement continuellement, il va aussi éviter autant que possible la surutilisation. Donc c'est intéressant parce qu'on va être un peu dans cette philosophie-là. Puis je pense que c'est une philosophie qui est intéressante et qui peut se transposer à plusieurs facettes de nos vies. C'est sûr qu'en compétition versus en entraînement, ça va être deux choses différentes, mais c'est important à l'entraînement, surtout sur le long terme, puis de la manière que moi je le définis aussi au niveau du sport, puis juste du mouvement en général, c'est que la vie pour notre corps, c'est un marathon, ultimement. Puis, c'est qu'on perd notre corps, on rentre un peu en sénescence, fait qu'on perd la capacité physique à partir de 25-30 ans. C'est d'autant plus présent si on est moins actif. Fait que c'est à cette période-là qu'il faut faire attention, où on est plus fragile, justement. On est plus sensible, sans nécessairement être fragile au niveau des blessures. J'imagine que c'est là qu'on peut justement commencer à accumuler des dettes en quelque sorte. C'est ça, on s'endette, puis il y a certaines dettes qui sont plus permanentes que d'autres, en fait dans les cas de blessures plus aiguës, des tendinites plus mineures, souvent c'est que ça guérit et ça ne revient pas si on sait bien les problèmes. Mais des plus grosses blessures qui peuvent survenir justement en ayant une pratique plus intensive d'un sport qui est moins prudent, moins axé sur la longévité, ça peut nous hypothéquer relativement jeune. Puis après ça, on le regrette quand on est rendu à 40 ans, 50 ans de vie. Fait que je pense que c'est une belle philosophie que vous avez, autant d'un point de vue performance sur le long terme, parce que là, vous, en faisant ça aussi, c'est que vous rentabilisez plus la performance sur le long terme, puis probablement la courbe d'apprentissage des athlètes est optimisée peut-être un petit peu plus tard dans leur carrière, tout dépendant, où la personne va avoir tendance aussi à développer peut-être un champ de compétences qui est peut-être plus favorable même de mois en mois parce qu'elle va avoir moins tendance à se blesser aussi dans ses semaines de pratique en faisant ça. Fait que probablement que autant d'un point de vue année à année, la personne va pouvoir continuer de l'escrime sur une base plus longue, puis elle va pouvoir s'améliorer plus qu'une personne ou un coach. Puis on le voit souvent dans certaines disciplines sportives, les coachs qui poussent, puis saison par saison, ils perdent des athlètes, puis les athlètes peuvent pratiquer leur sport après 20-25 ans d'âge. Quand ça se rend là. C'est ça, c'est assez triste parce que ce qu'on veut faire, c'est rentabiliser une activité sportive, que ce soit compétitif ou non,
jusqu'à temps qu'on ait l'âge vénérable de 70 ans. En fait, là. Fait que c'est ça qu'on veut. Fait que ça, je pense que ça cadre beaucoup avec l'aspect prévention. Fait que non seulement vous favorisez un développement du sport durable, mais vous favorisez probablement moins de blessures à l'intérieur de la scrimatie, peut-être dans d'autres écoles, en fait, d'escrime, à mon sens. Là. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense, puis c'est dans ma philosophie aussi de traitement puis d'entraînement. Puis, sans vouloir rentrer trop dans les détails, en général, quand on commande un entraînement plus musculaire, ce qui est souvent recommandé, c'est qu'on travaille autour de 75 à 85 de nos capacités au niveau de l'entraînement. Fait que c'est, encore là, il y a des écoles de pensée qui divergent, mais on préfère, puis du moins moi aussi, on préfère tout le temps être en bas de notre capacité maximale, parce que c'est quand on est dans notre performance maximale que là, les blessures surviennent, en fait, là, que ce soit ligamentaire, tendineux ou autre. Ouais, par exemple, je dirais qu'on a une certaine intensité. Si je prends le pire exemple ou le plus concret, qui est, mettons, nos camps intensifs, c'est un 5 jours, nos élèves vont se battre se battre et s'entraîner, n'est-ce pas nécessairement du combat pur et dur en ce temps-là, mais ça va être autour de 7-8 heures par jour. Puis, il va y avoir beaucoup d'exercices à ce qu'on va appeler, parce qu'on a quand même des vitesses d'entraînement qu'on définit qui permettent un peu tout ça. Puis, mettons, les différents ralentis vont dire on va plus lentement, on travaille plus la qualité du mouvement, la compréhension aussi, parce que l'aspect tactique, on veut que tu vois puis que tu intègres ce qui se passe. Parce que l'intéressant, c'est que dans ces vitesses-là, il n'y a pas beaucoup de risque de blessure de combat. On s'entend qu'il n'y a pas d'impact vraiment dangereux. Inversement, par exemple, c'est très physique parce que si tu fais un mouvement qui prend 3 secondes à compléter, tu tiens ton épée à bout de bras pendant 3 secondes, puis tu complètes ton mouvement, fait que tu forces musculairement. Musculairement, il y a de l'endurance. L'inertie n'absorbe pas le poids de l'épée. Mais inversement, on va faire aussi plus des vitesses plus rapides. Admettons qu'on va appeler des fois retenue une seconde, que c'est juste pour dire qu'il y a un peu un délai pour que ça soit plus facile puis moins intense. Mais que on s'entend, le cardio va quand même monter, on bouge puis tout ça. Donc, puis après ça, si on va à pleine vitesse, là, il y a une différence qu'on va appeler justement entre retenue libre, parce que c'est comme tu vas aussi vite que tu veux tant que tu ne frappes pas fort. T'sais, quand de retenir tes coups, normalement, ça peut arriver qu'on se fasse, que ça pince ou etc. Mais normalement, même avec peu de protection, on n'est pas supposé revenir avec plus que des bleus et tout ça. Quand on a de l'équipement de protection complet, on est supposé être safe. Puis réel, c'est souvent ce qu'on va définir comme étant vraiment de la compétition où justement on est équipé tellement bord en bord que là, on ne retient juste pas les coups en tout. Ils tombent comme ils tombent. On fait pas ça avec exprès de bûcher pour faire mal, mais on les retient pas. Puis dans ces intensifs-là, généralement, les gens vont être brûlés à longueur de journée, puis ça avance, mais c'est rare. On va généralement quand même demander au monde d'être plus en vitesse retenue, même du retenue une seconde dans certains exercices, pour justement que ça soit pas à planche complètement, parce que sinon ils ne te feront pas la journée de base, fait qu'ils vont scraper leur intensif si 2 jours après ils sont plus capables. Puis deuxièmement, justement, c'est ça, quand tu es vraiment fatigué, quand tu es déshydraté, que tu es moins concentré, c'est là que tu fais des mouvements brouillons, c'est là que justement, tu vas faire des mauvais choix tactiques, agir au mauvais moment, que ça peut être autant de blessures de combat, c'est-à-dire que tu te jettes sur une pointe d'une épée, tu vas de la protection, si tu fonces full force sur une pointe, ça peut faire mal, puis tout ça. Mais on va jouer vraiment dans cette espèce de curve-là où que les gens vont s'épuiser beaucoup plus à cause de l'usure, je dirais, comme tu dis, le marathon. L'endurance. C'est ça, c'est que veux pas, les heures s'écoulent, s'accumulent, puis tout ça. Puis bon, avec les pauses, puis tout ça, souvent une partie de l'énergie revient, puis on le voit, là, j'ai jamais eu vraiment d'élèves qui n'ont pas réussi à passer au travers de leurs 5 jours. Non, c'est ça. Puis l'intensification, fait partie aussi de l'entraînement. Fait que d'avoir ces intensifs-là pendant une période d'une semaine, ça a sa place, je pense, au niveau de l'entraînement. Puis on le voit dans plusieurs cadres de disciplines sportives, en fait. Puis je pense que là où ça devient un problème, c'est quand la philosophie même des instructeurs, admettons, c'est que c'est tout le temps intense, c'est tout le temps comme, c'est très, très demandant de semaine en semaine, mais qu'il y ait des périodes un peu plus techniques, puis des périodes beaucoup plus intensives, puis qui produisent beaucoup l'environnement de la compétition. Ça c'est encore là, on le voit dans beaucoup de préparation physique. Là, c'est moins mon champ d'expertise. Je ne suis pas coach préparatoire ou quoi que ce soit, mais on appelle ça beaucoup la quantification du stress mécanique à travers une saison, admettons, formatrice pour admettons, les athlètes de la scrimatie, mais qu'il y ait ces intensifs-là placés quelque part dans la saison. Je suis convaincu que ça va avoir sa place, surtout que ça va être dans ces périodes-là que ça va développer le champ de compétences des athlètes. Puis j'imagine qu'après ça, il y a comme une période la semaine suivante où il y a comme un peu plus un downtime pour permettre aux athlètes de récupérer de cette semaine-là. Puis ça fait partie un petit peu souvent des processus de développement, je pense, pour les athlètes. Puis c'est sûr que
c'est souvent là qu'on peut voir peut-être un petit peu plus de blessures comme traumatiques ou de surutilisation. Mais si c'est encadré dans un volume, tu sais, c'est la semaine avant, les semaines avant, puis les semaines après, généralement, c'est pas tant l'enjeu, en fait. Nous, ce qu'on va voir, c'est, tu sais, on peut le voir parfois dans, j'ai une connaissance, en fait, au niveau du cheerleading, parce que j'avais fait des suivis quand j'étais à Saint-Hyacinthe. Les athlètes de cheerleading, c'est dans certains clubs, dans certaines conditions ou avec certains coachs, c'est que ça l'augmente toujours, puis il n'y a pas nécessairement de, tu sais, c'est tout le temps de performance, puis on pratique des stunts, puis on répète, puis il n'y a pas nécessairement cette conservation-là où il n'y a pas nécessairement de quantification en même la saison. C'est que ça monte jusqu'à temps que tu ailles les Worlds, puis ça fait en sorte que les athlètes tombent comme des mouches au fur et à mesure, puis c'est un sport d'équipe en général, fait que ça joue beaucoup. Mais de votre côté, le fait de mixer un peu comme performance intensive, puis sinon d'avoir un style de pratique aussi qui est plus, pas nécessairement, qui est plus sécuritaire, mais qui est plus durable, ça joue aussi même dans ces séminaires-là, parce que si vos athlètes ont un style plus durable en même le séminaire, même s'il est très intensif, ben s'ils n'ont pas un style aussi agressif qu'une autre école, ben ça va jouer aussi, puis ils vont être capables de développer cette endurance-là de manière préventive à même cette phase intensive-là. Ben, c'est sûr que, tu sais, par exemple, on va beaucoup, oui, on va montrer des techniques qui sont très agressives, qui nécessitent de se ramasser très proche ou d'avoir un peu de la lutte. Là. Tu sais, par exemple, je considère beaucoup que dans le milieu de l'escrime médiéval, une des affaires qui est dangereuse, c'est tout ce qui est mise au sol, clé de bras, etc. Là. Tu sais, c'est des contrôles articulaires qui peuvent mal finir, puis tout ça. Puis nous autres, justement, on a fait le choix, en fait, de ne pas enseigner, ne pas s'entraîner là-dessus pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ben, mes élèves sont pas là pour faire du judo ou du jujitsu, sont là pour se battre à l'épée. Fait que j'entraîne le combat à l'épée. Deuxièmement, même si la lutte va arriver, puis elle n'est pas interdite comme telle dans nos cours. Là. Les gens euh, peuvent se retrouver en lutte, puis comme il n'y a plus aucune passe qui marche, puis ça coincé, puis il y en a un qui met l'autre au sol. Mais il y a pas une règle entendue dans la discipline en général qu'une mise au sol doit être contrôlée. C'est-à-dire que je ne jette pas la personne par terre, je la dépose. Puis finalement, genre, les contrôles articulaires, pour des raisons de sécurité, sont interdits. Nous, dans notre cas, on n'en veut juste pas. Mais une des philosophies qu'on a encore une fois dans le dé durable, c'est que t'entraîner être bon en combat main nue, en lutte, etc., c'est littéralement un art martial de plus, si on veut. Exact. Ça va être très long. Puis moi, je suis dans une philosophie de, en même temps, oui, l'efficacité et la durabilité, mais aussi dans le 80-20 que je visualise, c'est que ça va être beaucoup plus facile pour moi de te montrer à te concentrer à utiliser ton pommeau, ton quillon ou ta lame pendant que tu es en lutte pour battre ton adversaire que d'apprendre des manœuvres complexes que tu vas devoir réussir à exécuter dans un bon timing. Sinon, tu vas te manger soit une meilleure manœuvre de lutte ou un coup d'épée d'en face. Fait que je suis beaucoup plus dans cette philosophie-là. Fait que nos élèves sont généralement peu entraînés à lutter, mais s'en sortent plutôt bien parce qu'ils sont tellement focalisés sur leur arme que quand quelqu'un essaie de rentrer en lutte contre, ben, ils sont jamais capables de donner un coup d'épée, ce qui va être une action qui a plus de valeur. Puis pourtant, ils sont techniquement pas entraînés, mais ils focalisent tellement là-dessus. Puis comme nos équipements sont faits avant tout pour protéger des impacts des armes plutôt que justement du contondant ou des mouvements articulaires, en sortant une veste de protection, ça n'arrête pas une clé de bras. Ben, c'est intéressant parce qu'autant que martialement, ce serait plus mortel, autant que physiologiquement, c'est plus safe dans la pratique sportive. Puis on va sinon leur montrer beaucoup justement à survivre parce qu'on dit qu'on veut que ce soit durable, autant historiquement dans un contexte réaliste que sportivement. Puis ça fait qu'on va leur montrer souvent à avoir une meilleure défense, à se retirer de la zone de combat s'ils sont en danger plutôt que juste s'obstiner à échanger des coups puis s'en manger. Puis tout ça. Puis ça m'amène à justement un élément qui est, tu sais, par exemple, moi, j'ai eu, il y a bientôt une dizaine d'années, je me suis littéralement déchiré tous les ligaments du genou droit. En théorie, il ne reste rien ou plus rien à ce niveau-là. Puis, ben, pendant un bout, j'ai trouvé ça dur parce que moi, à l'origine, j'étais un combattant très agressif. Là. J'allais dire, OK, moi, je rentre dans la personne, je perds un coup, je fonce dedans, puis je m'avance au corps à corps. Je dominais quand même pas mal à cette portée-là. Puis, c'est devenu pas mal plus dur. Parce que notamment, si je luttais puis je me débattais, ben, comme j'ai plus de ligaments qui soutenaient, ben, mon genou pliait de façon weird, puis je tombais par terre. Puis après ça, je marchais avec une canne pendant 2 semaines. Fait que j'ai dû adapter comment je me battais, autant en acceptant juste de me laisser faire quand le monde me laissait tomber, puis de me concentrer à le frapper avec mon épée pendant ce temps-là. Mais aussi, je me suis mis à devoir me battre moins mobilement. Puis oui, j'ai réhabilité mon genou. Aujourd'hui, il va plutôt bien.
Mais je suis beaucoup plus dans une escrime maintenant où, par exemple, je vais accepter d'être plus défensif, que si ça commence à brasser trop puis que je me sens pas en sécurité dans un contexte réaliste de combat, de dire hey, si je reste là, je me ferais couper un doigt, une main, je me ferais tuer. Je vais reculer puis je vais me battre donc de façon à la limite à imposer à l'adversaire de faire beaucoup plus d'efforts que moi pour que moi j'agisse au bon moment. Fait que je suis moins orienté dans une performance physique très intense. Ça veut pas dire que je ne serais pas épuisé au bout avec du combat, mais comme je me bats de façon à économiser plus mon énergie, économiser mon corps qui pourrait être qui est plus fragile sur certains aspects, ben, j'ai le sentiment que justement j'ai développé une bonne approche d'escrime par rapport à mes blessures, mais par rapport aussi à mes besoins. Comme tu dis, après 25 ans, ça commence à décroître. J'ai 32, je ne suis pas vieux, mais je suis tellement plus dans mon prime. Puis je joue autour de ça aussi. Puis c'est quelque chose que je me demande. J'ai le sentiment que moi, comme coach, j'aurais à entraîner mes élèves de façon différente selon leurs limites. Si par exemple, ils ont des restes d'une tendinite qui font qu'ils ont un épuisement plus rapide dans leur poignet pour leur coup d'épée, je leur entraînerais à se battre de façon beaucoup plus mesurée. Par exemple, de justement pas enchaîner des coups et des feintes à pu en finir si justement ils s'épuisent trop vite, mais d'avoir une attitude ou une façon de se battre qui va leur permettre de limiter le nombre d'actions qu'ils ont besoin de faire pour remporter. Si justement ils ont un enjeu de déplacement, je les ferais se battre de façon moins mobile, entre guillemets, ou leur mobilité, je la conserverai en dehors de la zone de combat. Parce qu'on sait que quand ça va commencer, ils n'ont plus le focus de faire des bons mouvements ou l'habilité de se concentrer là-dessus. Fait que je ne sais pas si c'est un peu entretenir le problème de dire ben, je vais me battre, je vais te dire de te battre par exemple, en évitant justement de mettre du. Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que c'est juste d'éviter de faire face au problème ou au contraire, c'est une bonne façon de faire, de se dire, écoute, c'est un enjeu qui est là. Oui, dans ta vie, je te recommande de t'améliorer à ce niveau-là, mais comme ça ne sera jamais ta grosse force parce que, mettons, tu as eu un traumatisme, une blessure grave, ben autant s'entraîner avec. Fait que, c'est ça, je pense que c'est un super point à apporter parce que, tu sais, dans les problématiques qu'on va ressentir d'un point de vue musculo-squelettique dans notre vie, il y a des blessures, comme je le disais, qui sont plus sporadiques, qui viennent puis qui partent avec les bons niveaux de soins, puis la prévention et tout. Mais il y a, selon notre parcours de vie, comme avec ton genou, tu sais, moi j'ai eu une grosse blessure au niveau de la cheville, même au niveau du bassin, du côté où j'ai eu mon entorse de cheville quand j'étais plus jeune. Souvent, ça va laisser des petites cicatrices au niveau ligamentaire, au niveau structurel de stabilisation. Fait que ça va être des zones on peut dire qui sont plus capricieuses ou ils sont plus à risque quand il y a des plus grandes demandes sportives. Puis dans ces cas-là, c'est important, comme tu le mentionnes, qu'on adapte un peu notre style en fonction de ces blessures-là, puis des fois qu'on prenne des mesures supplémentaires aussi pour la prévention. Mais ce sera tout le temps des zones qui vont, oui, probablement nécessiter un petit peu plus de travail actif au niveau de l'athlète de semaine en semaine sur le renforcement musculaire de ces zones-là. Mais on se doute que ce ne sera pas la force de cet athlète-là. Fait que de développer un style propre à cet athlète-là par rapport pour prendre en compte en fait les points faibles. Puis si c'est des points faibles qui ne peuvent pas être nécessairement remédiés sur le long terme, mais on veut pas mettre à risque l'athlète. Donc, comme tu le mentionnes, d'optimiser un peu le style. Puis c'est la même chose quand un athlète ressort d'une blessure plus aiguë, fait qu'une tendinite aiguë au niveau des poignets, mettons au niveau de l'épaule, mais on veut pas nécessairement, on veut que l'athlète continue à bouger. Dans certains cas, on va être obligé de faire un arrêt de sport si la douleur est trop présente ou l'inflammation est trop présente. Mais si, admettons, la douleur est gérable ou n'est pas présente, en fait, sur 50%, 75% des mouvements pendant l'entraînement, ben pour garder l'athlète un peu dans le sport, on focalise sur ces 50-75% du temps-là, de ces mouvements-là. Puis, le temps que la blessure guérisse, ben, on ne va pas chercher comme le 25 à 50% qui crée une douleur. Fait que ça aussi, ça peut être bien pour, de un, garder l'athlète dans le sport en autant que ça n'augmente pas l'inflammation, que ça ne crée pas plus de douleur. Puis, si le mouvement est poursuivi sans douleur, souvent, ça l'aide la guérison, en fait. Parce que notre corps guérit, oui, avec le temps, des fois avec des soins en physiothérapie, mais le meilleur thérapeute, c'est généralement le temps puis un repos qui est relatif, mais le mouvement aussi bien intégré, puis c'est ça qu'on fait en physio, mais c'est ça qu'on fait dans notre vie tous les jours, aide la guérison aussi. Fait que quand c'est possible de poursuivre l'entraînement sportif ou l'entraînement en salle sans douleur, c'est très important, même quand on a une blessure, ça peut aider la guérison. Puis là, après ça, d'adapter le style d'entraînement, soit sporadiquement, comme vous le faites déjà, ou de manière plus durable si la personne a des enjeux lombaires, a
eu des lésions aux genoux, admettons, aux épaules dans le passé. Ça va aider aussi l'athlète à continuer de s'épanouir à même le sport, à même l'escrime, sans qu'il ait besoin d'arrêter ou de se dire qu'il n'en fera plus jamais parce qu'il y a telle blessure plus permanente. Fait que ça, je pense que c'est une super vision que vous avez. C'est pas, dans la plupart des cas, quand c'est bien intégré, c'est définitivement pas une blessure, pas une blessure, une béquille pour les athlètes d'ajuster notre profil d'entraînement. C'est comme d'adapter certains exercices au gym qui cadrent ou qui ne cadrent pas selon les athlètes. Puis souvent comme une analogie que j'aime faire avec les gens, en fait, en général, c'est qu'on est tous un peu différents dans la vie, puis on a tous un peu des formes géométriques différentes. Fait que il y a des gens qui ont des formes comme de prismes triangulaires, donc c'est plus des sphères, des cylindres. Puis le sport en général, puis dans la plupart des disciplines sportives, on a tendance à vouloir faire rentrer les athlètes dans un moule spécifique, mais chaque athlète est un peu différent. Puis chaque athlète aussi a son bagage de blessure. Fait que c'est important aussi d'adapter le profil et le style de l'athlète selon justement son canevas à lui. OK. Ah, ben c'est intéressant. Fait que dans le fond, si mettons, je fais un parallèle avec l'escrime, justement, quand tu parlais notamment de ton 50% qui fait pas mal, puis de le maintenir, puis au pire de ne pas aller jouer dans l'autre. Je vais prendre un exemple, parce que je trouve que le genou est quand même concret. Là. Quand tu as une jambe qui ne fonctionne pas, c'est dur de se rendre à ton adversaire et te battre. Là. Fait que, puis, admettons, dans un cas comme ça, parce que, tu sais, moi, je sais que si je fais des mouvements trop complexes, surtout avant, là, je considère que je suis assez, je ne sens plus de limitation, mais mettons, je retourne il y a 2-3 ans, quand c'était pas mal moins ça, je dirais mon genou, OK, je suis généralement capable de me battre bien, mais je sais que si je vais à pleine intensité, je risque de me le virer. Fait que je vais me battre, quand je me bats à pleine intensité, ce que je vais faire, c'est que je vais limiter, en fait, les actions qui mettent du stress sur mon genou, comme la lutte, le corps à corps, des grands déplacements en diagonale, etc., parce que mes stabilisateurs sont trop surmenés. Mais par exemple, je pourrais faire ces mouvements-là quand c'est à moins intensité. Je peux encore pratiquer les techniques pour en être capable, mais admettons à moins grosse intensité, parce que là, je sais que j'ai pas de stress, je suis concentré. C'est ça. Même à ce niveau-là, c'est à moindre intensité, puis on ne sent pas de douleur ou on ne sent pas d'instabilité au niveau du genou. Quand tu fais ces techniques-là à moindre intensité, ultimement, c'est des exercices un peu de réhabilitation ou de conditionnement pour le genou. Puis c'est encore là, comme tu le dis, c'est toute une question d'intensité. Fait que quand tu l'intègres, admettons, à l'escrime à 100%, surtout dans une période de fatigue ou de perte d'endurance, c'est là qu'il va y avoir un risque de recréer une blessure, un micro-trauma. Mais si c'est fait dans le cadre d'un entraînement, même si ce n'est pas utilisé en situation de performance extrême, mais ça l'aide quand même la chaîne musculaire du genou à rester conditionné aussi. C'est important aussi parce qu'on va être honnête, des fois c'est difficile pour les athlètes d'avoir du temps supplémentaire pour s'entraîner à la maison, faire des exercices comme en parallèle qui ne sont pas nécessairement connectés à l'escrime. Fait que d'avoir des drills ou des intégrations, en fait, aussi moins intenses par rapport à leur blessure, qui ne créent pas encore de douleur ou qui ne créent pas de dégradation à même l'escrime dans vos pratiques, ça peut aider l'athlète à rester en forme, rester conditionné, mais pas aller jusqu'à la limite puis à provoquer des symptômes. Fait que, essentiellement, en plus, mettons, si je reprends, on fait des exercices, mettons, j'ai un exemple de technique que j'aimais beaucoup utiliser avant, mais que j'ai arrêté avec mon genou, qui est un quad 45, parce que tu sidestep de côté pour prendre un angle puis frapper avec ton épée à deux mains pour essentiellement passer au travers de l'attaque de l'adversaire. Mais ça, à un moment donné, pendant un bon bout, j'ai arrêté de le faire. Mais je le pratiquais quand j'allais, mettons, dans les exercices qu'on fait une drill, chacun notre tour, on place la technique, ou à un moment donné, l'adversaire fait 3 coups, il faut que tu places au travers, etc. Ça allait bien. Mais en combat, souvent, je me faisais mal quand je le faisais. Éventuellement, ça a été mieux, fait que là, je peux la faire en combat. Mais par exemple, aujourd'hui, je le sais que si je suis à ma pleine fatigue, ça mettons après une journée d'entraînement et tout ça, mais je vais commencer à être plus conservateur aussi dans mon style de combat. Je vais moins me mettre à utiliser ce genre de technique-là, parce que là, je sais que je suis fatigué, je suis potentiellement moins bien hydraté, etc. Ma concentration n'est pas là, la qualité de mon mouvement, ma structure sera peut-être pas bonne. Puis là, c'est là que je pourrais m'exposer à me blesser. Puis l'endurance musculaire à la fin de la journée au niveau des stabilisateurs, parce que quand tu fais ce quad 45-là, nous, c'est important en physiothérapie de décortiquer un peu c'est quoi qui se passe d'un point de vue musculaire, autant au niveau du genou, mais la jambe en général. Puis probablement, quand tu es à pleine capacité, que ton endurance est là, ben, tes stabilisateurs musculaires de ta hanche, de ton genou, ils sont là pour protéger justement les structures du genou qui seraient normalement protégées par tes ligaments. Mais là,
tu as eu des ruptures ligamentaires assez complètes. Fait que le fait de savoir aussi, puis vous coacher, admettons, à vos athlètes qui ont des enjeux du genre, c'est quoi leur limite, puis à quoi faire attention, comme en fin de journée ou en fin de séminaire ou en fin de compétition, pour pas qu'ils retombent dans leurs blessures, en fait. Ça peut être intéressant aussi. Fait que dans ton cas, tu as appris avec l'expérience, puis en étant aussi instructeur, que ces composantes techniques-là, quand tu es fatigué, on ne veut pas nécessairement aller les chercher pour la prévention aussi. Puis ça l'aide aussi pour la longévité du sport, parce que si tu ne te blesses pas au genou, ben, tu peux continuer à pratiquer la semaine suivante, en fait, d'une compétition. Versus si tu te compromets, ben là, ce qui arrive, c'est que tu vas être blessé, puis là, tu vas devoir être 2 semaines, 3 semaines, pas t'entraîner. Puis là, tu as tout après ça, puis on pourra peut-être en parler tout à l'heure, tu as tout après ça l'aspect psychologique négatif de « OK, je me suis blessé, on va se dire c'est de la merde. » Ça fait en sorte qu'après ça, tu n'as plus nécessairement le goût de t'entraîner ou que tu as l'impression de repartir comme à 50% de ta capacité, puis là, tu es comme 2 mois à y aller plus mollo, puis là, il y a une crainte aussi. Là. Fait que la prévention à ce niveau-là, puis de savoir comme un petit peu c'est quoi le profil de l'athlète, c'est quoi ses enjeux plus permanents aussi, puis après ça, comment vous pouvez comme instructeur, comme justement, puis comme athlète, parce qu'il y a un partenariat comme ciblé. Puis ça, c'est ciblé quoi faire pour prévenir, mais quoi faire aussi pour ne pas aller dans cette blessure-là une fois qu'on est en pratique, puis qu'est-ce qui est correct de faire ou non comme en termes de mouvement, puis à quelle intensité à même pratique ou même à même les compétitions. Puis ça, parfois, en fait, parfois, puis souvent, c'est quelque chose qu'on peut faire à même les traitements en physiothérapie, puis qu'on peut faire peut-être même avec un partenariat avec les instructeurs si l'athlète est ouvert, c'est qu'on peut communiquer avec les instructeurs, ben cet athlète-là a tel enjeu au niveau de l'escrime de manière plus permanente de ce qu'on voit à l'évaluation clinique. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire court, moyen terme, en termes soit d'exercice ou juste d'ajustement technique en termes de pratique et de performance en compétition pour pas qu'on retombe dans la zone rouge, en fait. C'est vraiment intéressant parce que justement, ça permet de. Tu sais, c'est des choses qu'on peut faire un peu instinctivement à force d'avoir de l'expérience, mais que c'est pas le cas de tous les instructeurs. Puis que même moi, que j'ai plus d'expérience parce que j'ai dealé avec mes propres blessures, que j'aurais pas nécessairement. Tu sais, je vais leur dire, ben, prends ça plus mollo, etc., etc. Ce qui est déjà une bonne base, mais que de le voir justement, là, à force qu'on en discute, je réalise justement un peu comme un triple étape de. OK, tu as une blessure dans laquelle tu t'es remis, mais qui existe, qui va probablement toujours être là. C'est comme, OK, c'est pas mal sûr si tu n'es plus dans une situation de rémission de la blessure que tu es capable de faire ça à low intensity. Si ça va bien, mais vraiment qu'à haute intensité, tu peux le faire. Mais au début, quand tu n'es pas encore trop fatigué, mais quand tu es fatigué, il faut avoir essentiellement une checklist de qu'est-ce qu'on enlève. Là. C'est ça, exact. Puis c'est important de noter que, comme je le disais tantôt, c'est pas toutes les blessures court terme qui vont amener une petite fragilité long terme. Mais c'est ça, il y a une checklist à faire. Puis, on va le voir aussi dans le processus, admettons, de retour au sport post-commotion chez pas mal tous les athlètes. On reprend progressivement l'activité physique. Puis, c'est justement pour réhabiliter les muscles qu'on veut le faire progressivement, mettons, comme pour la plupart des blessures. Puis, après ça, on peut augmenter le niveau de complexité, puis de le faire. Puis plus l'endurance est un facteur, plus le niveau de complexité va descendre, en fait. Puis des fois, ça peut sembler simple, mais quand on est blessé, puis on sent bien, puis on est apte à retourner au sport suite à une blessure, que ce soit une tendinite, une entorse, peu importe, surtout à l'escrime, bien, ça peut être des fois correct de raccourcir les pratiques, admettons. Ça semble simple, des fois, on va aux pratiques, puis on se dit, ben, je vais être là du début à la fin, mais des fois, de couper de moitié ou couper de 25%, juste ça peut faire une énorme différence. Sinon, j'imagine prendre des plus longues pauses. Prendre des plus longues pauses, puis d'entrecouper aussi. Puis, l'autre chose qui est importante, qui est des fois un petit peu négligée ou qui demande un petit peu plus de coaching externe, c'est de pallier un petit peu ou d'aider un peu la guérison avec des exercices spécifiques qui sont faits à l'extérieur de l'escrime. Puis, pour les blessures aussi long terme, parce que là, on en parlait pour ton genou, puis on en a parlé pour certaines choses aussi, ça va être important après la période initiale de blessure, quand c'est guéri, pour essayer de minimiser le plus possible qu'il y ait des enjeux long terme. Ça va être important d'introduire du renforcement musculaire, en fait. Puis ce renforcement musculaire-là,
ce que ça va nous permettre de faire, ça n'a pas besoin d'être exhaustif, c'est pas d'aller s'entraîner 5 jours semaine, 6 jours semaine au gym, mais pour n'importe quelle structure du corps, je pense notamment pour les poignets, blessures, admettons, à l'épaule, quand on a une blessure aiguë, ce qui va arriver, c'est que la blessure, admettons, une tendinite à l'épaule ou une tendinite au poignet, ou une tendinite au genou, admettons, ce qui arrive, c'est que dès qu'il y a une douleur qui dure pendant plusieurs jours, c'est que ça l'atrophie, puis on perd de la force musculaire, du contrôle musculaire au niveau de la zone. Puis oui, en reprenant le sport graduellement, en reprenant l'escrime, on recrée un peu de force, mais des fois, c'est que c'est pas assez spécifique, c'est pas assez précis pour être capable d'aller chercher tous les petits manques de force qui restent. Fait que là, c'est là que d'avoir des petits exercices un peu plus légumes que j'appelle, fait que des veggies exercices à la maison qui sont faits quelques fois par semaine peuvent aider à rattraper un petit peu le retard qui a été ciblé au niveau de la zone. Puis comme vous le faites déjà à l'entraînement ou comme tu le visualisais, de le faire progressivement, même l'entraînement d'escrime aussi, c'est important parce que ça va prévenir qu'il y ait une deuxième atteinte, une deuxième blessure pendant le retour. Puis là, souvent, ça nous décourage. Puis chez certains athlètes qui se reblessent une deuxième fois, une troisième fois pendant la réhabilitation, des fois, ils vont arrêter le sport parce qu'ils vont penser que c'est plus pour eux, mais des fois, c'est juste que les étapes sont faites trop rapidement ou il manque des composantes qui stabilisent la guérison. Ou des fois, ça peut être aussi que justement, comme tu dis, il manque des composantes, tu dis trop rapidement, mais des fois, ça peut être inversement pas assez rapidement. C'est ça. Puis des fois, il y a une crainte du mouvement. Parce que je pense qu'à un moment donné, justement, quand je m'étais blessé au genou, dans ma tête, ça avait été. Dans le temps, je n'étais pas allé voir de physio, rien. Je me disais, ça va passer. Mais à un moment donné, j'ai bien vu que ça passait pas tant que ça. Puis là, j'ai fait, bon, ben, j'utiliserai plus vraiment mon genou. Fait que, je me battais en mettant pas de poids dessus, etc. J'avais arrêté de faire du jogging, j'avais arrêté de faire tout exercice de musculation. Parce que moi, en tête, c'est comme, ben, ça fait mal, il faut que ça guérisse, tout ça. Puis finalement, ma physio, à l'époque, ce qu'elle m'avait dit, ça a dit, ouais, ben, la raison pour laquelle tu es encore magané après un an, c'est que tu as fait attention à ton genou, entre guillemets. C'est important. Grossièrement, là, mais c'est exactement ça. Puis c'est ça, pendant la période, admettons que tu as une entorse complète, tu as une rupture complète des ligaments, c'est sûr que pendant X nombre de semaines après la lésion, on veut prendre ça mollo, puis on veut du temps de repos comme tel. Fait que repos, puis le temps. Mais une fois cette période active-là, initiale, résolue, fait qu'ils peuvent durer X semaines selon l'intensité de la blessure. Là, c'est là que c'est important d'avoir justement l'avis d'un professionnel. C'est ça, toi, tu vas être capable de le dire, ouais, là, ça va te prendre environ tant de temps. Fait que ce soit un médecin ou un professionnel qui est qualifié, c'est de savoir combien de temps c'est correct de prendre un peu plus de temps de pause. Puis, on se base, la douleur est quand même un bon indicatif à savoir quand est-ce qu'on peut reprendre certains types d'activités, mais c'est très graduel. En fait, on construit une pyramide, on reconstruit la zone qui est blessée. Fait une fois une période de repos initial, après ça, on introduit des exercices simples, que ce soit à la maison ou des fois juste des petits drills d'entraînement spécifiques à l'escrime, monitorés par le coach, des fois le physiothérapeute, l'instructeur. Puis là, après ça, on augmente progressivement le palier parce que c'est use it or lose it. Fait que si on reconditionne pas la région, une fois la période initiale aiguë comme passée, ben la région va rester pas mal de manière permanente faible. Puis en restant faible, là, c'est sûr qu'admettons, si on prend l'exemple concret de ton genou, les structures ligamentaires ne sont plus là pour supporter le genou. Ça ne reviendra jamais. Ça ne reviendra jamais, mais la force musculaire, le contrôle, ça peut revenir. Puis ça aussi, ça a été affecté suite à la blessure, en fait. Ouais, parce que le temps de rémission, veut pas, j'arrête de l'utiliser. C'est ça, puis juste le concept de douleur, le mécanisme physiologique de la douleur. Fait que quand on a une douleur qui perdure pendant une certaine région, sur une certaine région pendant au moins 24 heures, admettons. Fait que dès qu'on a mal pendant 24 heures à une zone, on perd du contrôle musculaire aussi. Okay. Immédiatement. Fait qu'on atrophie en fait certaines zones, tout dépendant du degré de blessure. Fait que c'est parfois juste le fait de reprendre l'activité physique, on reprend notre contrôle musculaire. Mais si on est dans une période de rémission comme tu étais pendant plusieurs semaines, mais la zone reste affaiblie, il va y avoir une fonte musculaire. Puis après ça, cette fonte musculaire-là
peut alimenter la problématique, en fait. Parce que là, on a moins le contrôle. On essaye là même un niveau d'intensité de mouvement plus élevé, puis on se reblesse. Puis là, on retombe dans un autre Ça inflammation. fait vraiment comme cette année de torture que j'ai vécue avec mon genou. C'est ça, fait que c'est un cercle vicieux. Puis ça, c'est encore là, comme ça a l'air niaiseux que je dise ça, mais moi aussi, je l'ai vécu au niveau de ma blessure de cheville, puis à un certain niveau, plus au niveau de ma blessure sacroiliaque lombaire en 2017. Souvent, quand on est des professeurs du mouvement comme toi ou comme moi, en fait, c'est des, c'est des, c'est des pas bonnes choses qui nous arrivent, là, mais quand on regarde en arrière, ça nous forme sur certaines choses, puis on comprend mieux le processus aussi. Fait que c'est sûr que là, après ça, nous-mêmes, comme personne, on a peut-être des petits vestiges d'atteinte musculaire, mais là, quand vient le temps d'enseigner à des gens, à tes athlètes, admettons, ou moi, à mes patients, c'est qu'on sait plus hands-on, c'est quoi ce processus-là, puis on est des fois plus outillés pour les accompagner, puis à comprendre un peu comment les aider à gérer tout ça, puis à pas nécessairement faire les mêmes erreurs que nous, on aurait faites ou qu'on a fait quand on était blessé, parce que c'est pas parce que je suis physiothérapeute que j'ai pas fait des niaiseries aussi quand j'ai fait cordonnier mal chaussé des fois. Puis quand ça nous affecte nous personnellement, ben, on n'est pas impartial non plus. Non, c'est pour ça que justement avoir un coach justement comme un physio, quelqu'un qui a un regard externe puis pas le plus neutre sur nous, ça aide aussi. C'est ça. Puis, tu sais, chose importante aussi que j'ai pas mentionné, puis ça peut valoir la peine aussi de mentionner aussi, c'est que je suis relativement aussi assez accessible, même quand c'est pas le temps, admettons, d'avoir des traitements. Fait que, tu sais, ou admettons que je vois un athlète de la scrimicie, ça va bien. Puis moi, je considère que j'ai juste besoin de le voir 2 fois. Ben, la plupart du temps, puis ça, je le fais avec tous mes patients ou la majorité des patients, c'est que je leur laisse mes coordonnées aussi, puis il n'y a pas de frais si vous me posez des questions par courriel, admettons. Puis ça me fait même plaisir parce que rendu à un certain stade, on veut prévenir les symptômes, puis on ne veut pas non plus gatekeep derrière des frais non plus supplémentaires. Puis des fois, c'est sur le long terme, c'est beaucoup plus le coaching puis le fine-tuning, en fait, puis la communication. Fait que de mon côté, pour les athlètes de la scrimicie, comme tous mes patients, il y a ce niveau d'accessibilité-là aussi que je trouve qui est important justement pour la gestion puis le bon dosage en termes de reprise d'entraînement qui, des fois, ne nécessite pas plus de rencontres, mais va nécessiter des ajustements d'entraînement puis des communications, des fois, peut-être avec les instructeurs. Là. Fait que ça, je trouve que c'est primordial aussi au sein de ma pratique. Là. Fait que je faisais juste une petite aparté pour le mentionner parce que non, ça me mais semble... c'est pertinent parce que des fois, à un moment donné, tu as ton air d'aller, tu as tes directives, mais des fois, à un moment donné, on finit par oublier certains éléments qu'on devait appliquer ou autre parce que l'habitude, des fois, c'est toxique aussi. Hein. Ça peut être autant de force que ça peut être une faiblesse. Puis, c'est quand, hey, il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas, puis juste de reparler ou de reposer la question, te ramène dans le droit chemin, justement. Là. C'est ça, ou de faire un suivi par courriel, admettons, 2, 3 semaines après la retour au sport pour voir qu'est-ce qui va. Puis souvent, la majorité des choses vont encore, mais il y a des petites choses qui vont moins bien, mais les gens ne prendront pas rendez-vous avec le physio juste pour ce petit quelque chose-là. Puis parfois, ou même souvent, c'est pas nécessaire. C'est juste un peu de fine-tuning, d'exécuter telle technique d'une manière ou d'une autre, ou d'introduire telle composante en préparation, admettons, au sport ou certains exercices de mobilité plus avancés qui n'ont pas été enseignés à même les traitements. Mais ces exercices-là, des fois, avec la technologie, sont faciles à montrer à distance aussi. Puis pour un physiothérapeute, c'est pas nécessairement très long non plus de faire la référence, le lien de l'exercice comme sur YouTube ou ailleurs. Là. Fait que c'est pas mal ça. Puis, puis il y a certains exercices aussi, puis ça, je vous les ai partagés. Là, c'est pas exhaustif, mais pour la prévention, peut-être pour outiller les athlètes, là, je vous ai partagé comme des documents aussi pour les instructeurs. Il y en a pas une tonne, mais ça, si jamais vous voulez les partager aux athlètes aussi, comme dans les prochaines semaines, ça peut être intéressant de travailler un petit peu sur le tout pour aussi, pas nécessairement, c'est pas des exercices qui sont là pour adresser des problématiques, c'est juste des exercices de base qui peuvent être intégrés pour la mobilité des poignets, puis du dos, puis du cou, que
que je vous ai mis. Un peu plus dans un acte de prévention. C'est ça. Puis c'est sûr que c'est pas des exercices que j'aurais tendance à dire qui sont essentiels pour les athlètes s'il n'y a pas d'enjeu déjà là comme ciblé. Là. Parce que comme je le disais tantôt, il y a quand même un désir d'individualiser selon le besoin de l'athlète et les conditions de l'athlète. Fait que ça, des fois, c'est plus de connaître l'athlète et savoir quel exercice passe bien puis quel exercice passe moins bien en termes de prévention. Là. On parle, justement, on parle de prévention, d'entraînement, puis tout ça, puis c'est un sujet qu'on peut voir. Puis en fait, c'est un élément que je pense qu'on est tout un peu coupable quand on veut se mettre à s'entraîner pas mal, mais que c'est important de savoir, puis qu'avec le temps, on peut réaliser ou se documenter, puis essentiellement réaliser que c'est peut-être pas la bonne approche. Mais souvent, justement, tu parles d'avoir des entraînements complémentaires, puis tout ça. Puis on en discutait un peu avant le podcast, mais je pense que c'est important à peut-être justement amener de l'avant pour les gens qui nous écoutent. Souvent, le monde qui vont s'entraîner autour de leur discipline vont s'entraîner comme si c'était leur discipline dans d'autres facettes. Par exemple, les gens qui se mettent à faire de la course à pied, du jogging, souvent vont prendre des programmes qui sont adaptés dans l'idée de dire je veux devenir un athlète de ça. Donc, ils vont se mettre à s'entraîner avec une intensité comme si leur but c'était éventuellement de devenir marathonien ou en tout cas de faire des courses de haut niveau, alors que leur objectif réel, c'est finalement beaucoup plus de juste dire je vais améliorer mon cardio, je vais avoir un conditionnement, un autre exercice autour pour me maintenir en forme entre mes pratiques. Pareil pour la muscu, le nombre de personnes qui vont s'entraîner en salle puis qu'ils s'entraînent comme si leur objectif c'était de devenir bodybuilder parce que c'est ça qu'on leur amène comme plan de match. Exactement. Alors que la réalité, c'est un entraînement complémentaire. Par exemple, l'escrime, c'est ton sport, puis que tu veux faire autre chose, ben, c'est de prendre en compte que c'est pas vrai que tu as besoin de faire cette intensité-là. Mais comment tu l'articulerais pour que ce soit plus concret? Ouais, ben, ultimement, il faut prioriser. Fait qu'on peut pas, à moins qu'on soit un athlète inné puis qu'on ait des capacités physiques épouvantables puis que ce soit génétique, on peut pas essayer d'exceller dans tous les domaines qu'on fait, puis il va nous manquer de temps aussi au sein d'une même semaine. Fait que si le but pour les athlètes, puis je présume que c'est le cas pour la scrimicie, c'est d'avoir la scrimicie comme l'escrime en fait médiévale comme discipline première, mais il faut que les autres composantes entourant l'escrime soient complémentaires à l'escrime, puis que ce soit pas un autre domaine où c'est à exceller, admettons, parce qu'il va manquer de ressources, en fait. Là. Puis, à un certain stade, on peut être performant autant, mettons, à l'escrime qu'à la musculation, mais tôt ou tard, il va falloir comme prioriser une des choses. Puis, là, je vais présumer que pour les athlètes de la ici, c'est l'escrime qui veut l'optimiser. Fait que là, il faut que l'entraînement musculaire, puis je prends l'entraînement musculaire parce que souvent, peut être utilisé pour complémenter les manques peut-être à gagner que l'escrime va avoir. Fait que moi, c'est de la manière que je le vois au niveau de l'entraînement. Fait que l'escrime va travailler certaines composantes comme de développement athlétique, puis il y a certaines autres composantes qui ne seront pas développées, puis c'est normal. Toutes les disciplines ont un peu des mouvements, des carences de mouvements, j'appelle. Fait qu'au sein de la course ou au sein de l'entraînement musculaire, c'est ça qu'on veut aller chercher. Fait que l'escrime va travailler certaines composantes en endurance, certaines composantes en force, en mobilité. Puis là, après ça, à l'entraînement ou avec les exercices, admettons, de mobilité, d'étirement, on va aller chercher ce qui n'est pas développé, en fait. Puis on veut que le dosage de cet entraînement-là soit relatif au nombre de pratiques aussi d'escrime. Fait que si au niveau de l'escrime, l'athlète va s'entraîner 4 fois semaine, c'est probablement pas raisonnable que la personne, elle va s'entraîner 4 fois à l'escrime par semaine, puis elle a des compétitions à chaque 4 semaines, admettons. C'est peut-être pas raisonnable que la personne elle s'entraîne 3 ou 4 fois au gym puis qu'elle fasse une compétition de powerlifting. Fait que il faut, à un moment donné, il faut que, à moins qu'elle soit bénie des dieux, mais à un moment donné, il faut couper quelque part. Fait que souvent, si l'athlète s'entraîne beaucoup dans la semaine au niveau de l'escrime, ben 2 fois par semaine au gym, un entraînement comme full body, ça peut être intéressant. Puis ça n'a pas besoin d'être un entraînement de 2-3 heures avec 15 exercices. Moi, je suis un grand fan de trimer un peu en termes de complexité d'exercice, puis choisir comme 3 ou 4 mouvements un petit peu plus prioritaires en salle d'entraînement en termes de musculation, puis de viser comme différentes composantes, puis pas nécessairement faire juste de la force brute, mais de faire un nombre de répétitions intermédiaires, mais avec des mouvements qui sont complets, puis
qui sont quand même, qui vont se transposer bien à l'escrime. Les mouvements polyarticulaires, s'il n'y a pas d'enjeu comme le squat, le overhead press, les pull-ups, les push-ups, peut-être le bench Ce press. qui appelle souvent des super exercices, parce que ça travaille plein d'aspects. Encore là, moi, j'ai peut-être un biais là-dessus, mais je focalise beaucoup là-dessus avec mes patients parce que c'est des archétypes de mouvements assez universels, puis bien coachés vont complémenter beaucoup de mouvements. Mais il faut que ce soit fait dans un dosage qui ne nuit pas non plus à l'entraînement à l'escrime. C'est la même chose avec le cardio, en fait. Puis le cardio, en général, à moins que ce soit un énorme enjeu pour l'athlète, souvent, c'est moins spécifique. Fait que c'est mieux, c'est de faire le cardio, j'aurais tendance, c'est d'en faire le dosage le plus minimal possible pour les plus gros gains pour que ce soit nécessaire pour la performance du sport. Parce qu'il y a déjà un peu cet aspect-là au niveau des pratiques. Ouais, c'est ça. Tout le monde va avoir son cardio challengé. C'est ça. Fait que j'aurais plus tendance à prioriser, admettons, la musculation, mais une musculation qui renforce les épaules, qui renforce peut-être les jambes, surtout les fessiers, la musculature qui stabilise les genoux, vu que ça peut être des enjeux chez les escrimeurs. Puis tous les exercices qui vont prioriser le renforcement puis le contrôle au niveau des épaules, puis renforcer l'appréhension puis les poignets aussi, en fait. Là. Puis, fait que là, il y a ça qui joue. Puis, ça on pourra s'en parler tout à l'heure. Un petit exercice préventif plus renforcement de préhension que j'aime beaucoup montrer aux athlètes en général, que ce soit escalade, haltérophilie, gymnastique, mais je pense que ça pourrait s'adresser à l'escrime. Mais comme tu le dis, en général, c'est qu'il ne faut pas essayer de comme trop se diversifier, en fait. Là. Puis des fois, trop, c'est comme pas assez. C'est pas assez, c'est pas bien non plus, on s'entend. Là. Fait que c'est pas mal mon opinion là-dessus. Là. Mais tu sais, disons que, mettons, l'élève de scriptie moyen fait 2 trainings de 2 heures par semaine. C'est à peu près ce qu'il y a autour. Fait que c'est quand même raisonnable comme mesure pour faire autre chose avec. Mais admettons, justement, on sait que dans ces 2 fois 2 heures-là, le cardio est vraiment mis au challenge. Fait qu'en théorie, on n'a pas trop besoin de jouer avec ça. C'est ça, ou d'intégrer une sortie, parce qu'il y a des gens qui aiment faire du cardio. Moi, j'aurais peut-être pas tendance à introduire plus que, il y a 2 pratiques d'escrime par semaine, pas plus que 2 séances de cardio connexes par semaine. Puis ça, c'est plus Xavier, la personne qui recommande ça, qui a un background en entraînement que Xavier le physio, mais ça reste quand même un aspect de volume en physiothérapie pour la prévention de blessures. Puis le cardio ne sera pas priorisé autant que l'entraînement, même si chez certaines personnes, l'entraînement musculaire, c'est un peu plat, en fait. C'est pas tout le monde qui a le profit d'aller s'entraîner au gym, mais il peut quand même avoir des choses qui sont faites à la maison au poids du corps qui sont rentables. Mais un entraînement par semaine en 2 à 4 fois semaine, selon comment c'est comme seté dans la semaine, plus 2 fois par semaine de scrimmage, c'est bien. On ne veut pas s'entraîner globalement plus que peut-être 5-6 fois semaine là, quand on est capable. Et même si on veut être super conservateur, ben, plus conservateur, ça va être hyper gros. C'est 2 fois de l'escrime par semaine, puis 3 fois de l'entraînement en salle par semaine, puis une autre fois du cardio par semaine, à même l'entraînement en salle. D'après moi, c'est suffisant, en fait. C'est peut-être même un petit peu plus que certaines personnes. Là. Puis du 2 fois escrime, 2 fois, admettons, muscu, ça aussi, c'est amplement suffisant selon les objectifs de la personne. Je pense qu'essentiellement, on va être aller justement renforcer les muscles. C'est cibler les exercices. Puis de la manière que moi, j'aime le voir, c'est qu'on renforce des patrons de mouvement au gym qui, par extension, renforcent des groupes musculaires, en fait. Puis pour les athlètes, on ne veut pas nécessairement, comme tu le disais tantôt, agir comme un bodybuilder puis essayer de hypertrophier nécessairement des muscles spécifiques, c'est qu'on veut renforcer des mouvements au gym qui vont renforcer des muscles, qui vont ultimement aider l'athlète à être plus complet après ça au niveau de l'escrime. Fait que, normalement, il y a un peu plus de bénéfices. Ça va être plus bénéfique, admettons, travailler des mouvements debout au gym que des mouvements sur un banc ou de faire du bench press. Si l'athlète, c'est un escrimeur qui est debout quand il s'entraîne. Parce que faire des étirements, admettons, je prends le overhead press ou le développé militaire, qui est un exercice où on lève le poids au-dessus de la tête, ben, ça a l'avantage de renforcer l'épaule dans une amplitude qu'on ne va pas chercher
à l'escrime médiéval, puis le faire debout renforce aussi nos abdominaux puis notre chaîne. Oui, parce que tout le reste en dessous subit le poids puis le déplacement pareil. Souvent, puis encore là, ça c'est peut-être moi comme individu qui a tendance peut-être à simplifier la chose, mais ça c'est un des exercices comme fondamental qui peut être intégré 2 fois semaine. Pas obligé de faire de la grosse fonte non plus, on y va selon les capacités de la personne. Puis dans le pire des cas, s'il n'y a pas une augmentation de charge, c'est que ça nourrit un mouvement articulaire puis une contraction musculaire qui n'est pas sollicitée ailleurs dans le quotidien. Un peu comme le squat, s'il n'y a pas d'enjeu au niveau du bas du dos, puis au niveau des genoux, de la manière qu'on enseigne le squat, ça va renforcer la chaîne des membres inférieurs puis le bas du dos. Puis ça, après ça, c'est que ça peut rendre l'athlète un petit peu plus résilient à l'escrime pour certaines blessures qui seraient présentes là. Puis ça peut augmenter aussi les performances athlétiques à même l'escrime en rendant l'athlète plus actif, plus endurant, puis plus fort aussi sur sa performance de mouvement. Fait que c'est ça qu'on veut à l'entraînement musculaire. Et qu'est-ce que tu penses, là, je vais peut-être un petit peu plus loin que pertinent là-dessus, mais par exemple, à l'épée deux mains, on fait souvent des mouvements de rotation au-dessus de la tête avec l'épée pour se protéger en frappant quand on est proche. Puis souvent, moi, ce que je constate, c'est que les élèves finissent tout le temps par mettre leur épée trop basse, puis là, c'est là qu'ils se font shotter au travers de l'attaque, puis ils sont touchés. Puis souvent, ce qu'ils me disent, c'est ouais, je trouve ça dur ou ils sont fatigués parce que c'est quand même exigeant, puis au travers de tout le reste. Souvent, je prétends que la meilleure manière de devenir physiquement performant avec l'escrime, c'est de faire de l'escrime essentiellement. Là, c'est des mouvements d'eux. Mais je me suis toujours dit, c'est intéressant parce que c'est des muscles et des mouvements qu'on fait pas beaucoup dans la vie. Je me suis toujours dit, prends-toi une épée ne serait-ce moins lourde ou même le même poids, tout ça, puis je fais une série de rotations comme ça. C'est quelque chose qui est pertinent parce que musculairement, je dis en ce moment que juste le fait de garder les bras dans les airs, c'est tough sur les épaules puis tout ça. Puis de rajouter le mouvement avec l'épée qui va être exactement le déplacement dont on a besoin. On n'en fera jamais beaucoup dans une soirée, des coups de main. C'est aussi dans un contexte spécifique. Mais ça est tout le temps utile plusieurs fois dans des combats. Puis c'est même genre fondamental pour tout ce qui est le combat de proche. Mais comme on ne fait pas beaucoup de répétitions de ce mouvement-là parce que c'est spécifique comme contexte, mais souvent les gens se retrouvent à être incapables de le faire correctement. Moins endurant, moins fort. C'est ça, ou justement à force les combats s'accumulent, ou à force qu'ils enchaînent les coups, ils baissent les mains, puis là, ils exposent leur tête, puis ils se mangent un coup. C'est-tu justement quelque chose qui peut valoir la peine comme type de renforcement musculaire entraîné, de dire on fait ce mouvement-là? Puis ça peut être, comment on pourrait l'intégrer, ça pourrait être un exercice plus de renforcement spécifique. Fait que, admettons, tu vas au gym, puis tu fais un entraînement membre supérieur, en fait. Fait que là, admettons, tu fais ton overhead press, puis après ça, tu fais des machines pour muscler ton dos. Fait que tu fais 2 exercices comme de muscu de base, puis là, après ça, tu pourrais complémenter. Si cet exercice-là ne crée pas de douleur avec l'épée en élévation, tu peux faire des exercices plus à la fin en endurance avec, si tu n'as pas accès d'épée au gym, je peux comprendre, là, mais si tu as un objet quelconque qui peut faire l'équivalent, ça peut être bien après ça d'aller comme chercher un peu cette endurance-là qui est plus spécifique au sport, puis qui sera peut-être pas recherchée non plus avec des exercices globaux comme le overhead press. À sa place. Puis là, à un certain stade, c'est de voir c'est combien d'exercices de la sorte qu'on introduit. Souvent, ça va être du 50-50, mais à la place d'introduire des exercices d'isolation traditionnels au gym, comme des lateral raise ou peu importe, d'introduire ce genre de mouvement-là pour l'athlète, l'escrimeur, va être probablement préférable, en fait. C'est plus spécifique. Puis, moi, j'ai vraiment un pet peeve pour tous les mouvements qui sont au-dessus de la tête. Quand il n'y a pas de douleur, quand il n'y a pas d'accrochage au niveau des épaules, on ne fait pas assez de mouvements au-dessus de notre tête au quotidien. On cueille plus de bananes, on lance un peu. Fait que c'est des choses qui sont importantes à nourrir pas au quotidien, mais hebdomadairement. Puis de l'intégrer peut-être comme renforcement, ça va être super bien. Puis les mêmes choses peuvent être faites pour certaines positions techniques que vous cibleriez comme instructeur, qui pourraient être utilisées comme exercice de renforcement isométrique, c'est que ça peut devenir les exercices d'isolation musculaire que vos athlètes auraient tendance à faire au gym. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai le sentiment que c'est souvent quand même des mouvements qui sont complexes, à part quelques exceptions. Par exemple, puis là, encore une fois, c'est moi par habitude, puis j'en fais pas assez à mon goût, là, mais je veux m'en remettre plus à ça. Mais par exemple, on va souvent faire des pas par en avant comme un peu une fente en escrime ou autre, qu'on va tendre la jambe. On veut pas trop en faire parce que c'est des mouvements qui nous impliquent beaucoup, puis c'est dur de récupérer autant qu'on voudrait
Fait que quand il faut se protéger du coup de retour, c'est gênant. Mais ça reste que, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est faire des déplacements comme en fente. Donc, Ouais. je vais marcher, je vais descendre mon genou de soutien en arrière, quasiment à terre, mais garder attention, puis là, je vais faire des pas dans une direction, ensuite je vais revirer de bord, je vais revenir. Ce qui fait travailler essentiellement pas mal toutes les jambes, ce qui va faire travailler, je pense, les stabilisateurs des genoux. Ça travaille justement Puis là, on est un peu plus comme dans le fondement même des composantes à l'entraînement, mais ça travaille beaucoup le contrôle unipodal, le contrôle à une jambe. Puis chez les athlètes, autant à l'escrime que dans beaucoup de disciplines sportives, c'est fondamental. Fait que d'avoir un archétype, un type de mouvement pour l'entraînement des membres inférieurs en fente, comme tu fais à l'entraînement, va être bénéfique pour les athlètes en général sur le long terme. Puis là, c'est de voir le dosage. Puis pour rendre les choses simples pour le bas du corps, c'est d'avoir un archétype de renforcement à deux jambes, puis un renforcement unilatéral. Souvent, c'est assez complet aussi. Par exemple, le squat, puis ça. Oui, puis il y a des athlètes. Moi, en ce moment, depuis la pandémie, je fais que du squat. Mon seul exercice de renforcement pour mes jambes par semaine, c'est du squat relativement lourd 2 fois par semaine, puis je m'en sors bien. C'est pas aussi complet qu'une personne qui performe sportivement. Non, mais ça fait pas mal tout travailler ce qu'on a besoin que ça travaille. Puis je rajoute des fois des fentes ou des split squats qui sont un peu l'équivalent de qu'est-ce que vous auriez tendance à faire pour travailler un peu unilatéralement chacune des jambes. Puis c'est assez complet par rapport aux autres demandes de notre vie quotidienne. Parce que des fois, il y a des escrimeurs qui vont s'entraîner 2 fois semaine, mais après ça, ils ont il y a le travail. Après ça, des fois, il y a la famille. Il y a d'autres obligations. Fait qu'on ne veut pas que ce soit trop complexe ou que ça ait l'air de trop pour les gens. Puis c'est la même chose en physiothérapie. Quand moi, je montre des exercices, admettons, en traitement à mes patients, je ne veux pas non plus qu'il y ait 15 exercices à faire. Parce que moi, je sais que je ne ferai pas les 15 exercices. Non, mais ça, j'aime bien dire que la complexité, c'est l'ennemi de l'exécution, éventuellement. C'est ça, exact. Puis, si c'est trop simple, il y a un enjeu aussi, mais c'est simple is beautiful. Fait que si on est capable d'avoir quelque chose de quand même concis mais efficace, puis qu'il y a une adhérence à ça, à l'entraînement ou aux techniques sur le long terme, ben ça va être mieux que de ne pas les faire. Là. Fait qu'un peu moins, mais bien réalisé sur le long terme, c'est toujours mieux pour le tout que trop compliqué, même si c'est le programme le plus complet du monde. Oui, puis je veux dire, le fait que ça soit simple, quitte à ce que ce soit moins, ça rend ça plus justement soutenable. Ouais. Les gens ont une vie, ont d'autres enjeux, ont peut-être un travail physique qui ne va pas nécessairement impliquer les muscles dont on a besoin, mais ils vont être fatigués à la fin de la journée. C'est un autre facteur aussi. Fait que si vous avez des athlètes qui sont aussi des travailleurs de la construction, là, à ce moment-là, il y a vraiment un enjeu de volume dans la semaine. Fait que là, à ce moment-là, ça va être important d'en faire un peu moins, puis d'être capable aussi de le cibler selon la période annuelle aussi, où les travailleurs peut-être saisonniers vont travailler plus physiquement comme pendant des périodes. Là. Fait que ça, c'est d'autres facteurs à prendre en considération. Parfait, mais en tout cas, de mon côté, je pense que ça fait pas mal le tour des sujets que je voulais qu'on regarde. Je ne sais pas si tu as des éléments que tu veux ramener. C'est ça, avant de conclure, j'avais mentionné tout à l'heure comme un exercice qui est préventif, qui n'est pas nécessairement dans les documents que je vous ai partagés. C'est assez simple, c'est beaucoup pour adresser comme tout ce qui est force de préhension, force de la main en général, puis force des avant-bras, qui peut paraître assez simple. C'est une technique qui est utilisée par les gens qui font du bras de fer, par les gens qui font de l'escalade, l'haltéro et tout. Puis, c'est travailler à creuser dans des bols où, idéalement, ça fonctionne mieux dans des grosses chaudières de riz, en fait. De riz qui n'est pas cuit, là, avec du riz sec. C'est l'action de creuser puis de bouger les poignets pendant quelques minutes à l'intérieur de cette chaudière-là. Souvent, c'est que ça va aider à renforcer les tendons et à renforcer les muscles au niveau de la main puis au niveau de l'avant-bras. Puis ça peut être un aspect très intéressant pour réchauffer les mains des athlètes avant le sport. Là, encore là, des fois, c'est le matériel qui manque. Tous mes athlètes avec leur bol de riz. C'est ça, à la maison et tout, mais c'est souvent un exercice que moi, je monte en traitement pour les tendinopathies, les tendinites d'avant-bras, de poignets en général, quand on est rendu à un stade de renforcer les structures. Il y a assez de résistance dans un plat plein de riz pour que ça... Dans le plat, c'est plus un enjeu. Dans la chaudière, ouais, ben, que ce soit...
Parce que tu as tout le poids de la masse en haut. Exact. Puis c'est un exercice qui est plus en endurance. Fait qu'il gagne vraiment à être fait sur 2 à 5 minutes, admettons. C'est raisonnable, ça se fait en écoutant Netflix. C'est ça se fait en écoutant Netflix. Puis nous, on a une chaudière à la clinique. Fait que des fois, quand j'arrive plus tôt à la clinique pour me réchauffer les mains parce que j'utilise mes mains beaucoup en traitement, ben je prends la chaudière puis je travaille dedans pendant à peu près 2 à 5 minutes. Puis ça l'aide ça se transpose bien après ça à certaines composantes de l'entraînement. Fait que c'est un petit exercice simple. Puis c'est plus le matériel d'avoir comme la poche de riz, puis la chaudière. Mais une fois que la poche de riz est mise dans la chaudière et qu'on est capable de la sceller ou mettre peut-être des petites pastilles pour enlever l'humidité, ça peut durer à l'infini. Non, c'est ça. C'est juste faire attention à son environnement. Pour les athlètes qui ont peut-être plus les poignets fragiles ou qui sentent qu'ils manquent de force, je pense que ça peut être un point intéressant plus spécifique à intégrer. C'est vraiment intéressant parce que si tu parles de préhension, puis à force de vivre différent, parce que je me suis toujours amusé à essayer de trouver. Moi, j'ai toujours voulu dire, OK, c'est quoi le plus simple, le plus efficace, puis le moins long pour donner plus de résultats que l'entraînement. Fait que j'ai toujours été un fan de moins de 30 minutes pour un entraînement complet. Ouais. Puis une chose que j'ai réalisé quand même assez vite, c'est que tu as beau t'entraîner à lever les poids que tu veux, si ta grippe n'est pas bonne, ça t'affecte. Au final, ça sert à rien ce que tu dans le sens que oui, si tu fais de l'exercice et tout ça, puis c'est pas perdu, mais ta force réelle est quand même limitée à ta capacité de tenir l'objet en question. C'est ça. Puis il y a des exercices qui le développent mieux que d'autres. Tu sais, tous les exercices de tirage. Oui, parce que justement, ça tire contre l'ouverture de tes mains. Puis... Soulevé de terre / deadlift aussi, ça l'aide, mais il y a certaines personnes par rapport à leur, puis par rapport à leur grandeur de main et tout, que ils ont des fois besoin d'un petit plus aussi, plus spécifique. Là. Fait que ça peut être intéressant. Fait que c'est globalement comme peut-être mon aparté final du podcast aujourd'hui. Ah ben c'est super intéressant, c'est de quoi clairement que je vais essayer et explorer un petit peu à travers le tout. Là. Puis si on a l'occasion dans les prochains mois peut-être de faire un podcast numéro 2 sur d'autres sujets, ben on aura l'occasion. On pourra peut-être aller dans des exemples plus spécifiques pour travailler vraiment. Ou peut-être faire des discussions par rapport à certaines régions articulaires. Là, on a parlé un petit peu de genoux, mais on était très dans le global aujourd'hui, fait que je pense que ce serait bien. Non? Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que sinon, on pourrait aller avec peut-être un format vidéo avec des exemples plus concrets. Oui, c'est ça. Des outils qui sont montrés, puis probablement peut-être dans un séminaire futur, je pourrais peut-être être là aussi pour répondre aux questions des athlètes comme j'avais fait un petit peu à même les pratiques l'année passée. Non? C'est une super bonne idée. Puis je pense que justement, vu qu'on est quand même provincial, ben, étant donné que tu es à Québec, c'est peut-être moins accessible justement pour du monde plus loin, mais un événement dans un séminaire ou quelque chose de même, ça permettra à tout le monde aussi de bénéficier justement de ton expertise puis de tes connaissances. Oui, puis d'échanger aussi sur la réalité des escrimeurs médiévales parce que c'est ça, je suis moins dans ce milieu-là comme dans la vie de tous les jours, mais de savoir c'est quoi les enjeux puis c'est quoi qu'on peut essayer de faire pour pallier aussi. Il y a beaucoup une discussion, même si je suis physiothérapeute, je pense que c'est important qu'il y ait un back and forth puis un échange à travers le tout. Ben, ce qui arrive en fait, c'est qu'à défaut qu'il y ait nécessairement beaucoup de documentation ou que tu aies des connaissances sur l'escrime médiéval, tu as des connaissances sur comment le corps marche. Puis à partir de là, ben, tu peux observer l'objet puis tirer des conclusions. Oh, excusez, on a un chien qui vient de se réveiller d'un cauchemar. Mais tu peux étudier l'objet puis analyser justement c'est quoi les bonnes pratiques. Exact. Fait que c'est là que au niveau des instructeurs de la scrimicie ou même les athlètes, c'est vous les experts de vos propres corps, veux pas, parce que c'est vous qui ressentez un peu c'est quoi qui se passe au niveau de l'exécution du sport. Puis là, après ça, moi, j'ai des connaissances plus globales sur le fonctionnement musculo-squelettique. Fait que là, on unit un peu les deux, puis on résout des problèmes. Où on optimise des performances. Oui, puis ça se trouve, il y a des exercices qu'on fait qui marchent très bien pour l'escrime, mais qu'on pourrait ajuster d'une manière ou d'une autre, qui ferait qu'on maintiendrait l'efficacité de la technique, mais qu'on augmenterait la durabilité aussi. Et la raison pourquoi je peux aller dans le trop spécifique aussi aujourd'hui, c'est que chaque personne est un peu différente. Fait que des fois, le fine-tuning, le tailoring à la personne, à l'athlète, ça vaut la peine aussi. Là. Fait que des fois, juste d'échanger avec les personnes un à un, ben on peut voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Ben, c'est super, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a pas mal de contenu que le monde va pouvoir écouter. J'espère. Puis si jamais les gens ont des questions aussi qui ne gênent pas, je pourrais te laisser mon adresse courriel. Puis sinon, il y a le numéro de la clinique aussi. Je
pourrais mettre les informations en description de Ouais, la c'est vidéo. ça. Puis, tu sais, que les gens se sentent à l'aise de me contacter aussi, même si c'est pas pour prendre un rendez-vous. Peut-être plus y aller par courriel à ce moment-là que par téléphone à la clinique, là, mais ça va me faire plaisir. Puis c'était super gentil de votre part de m'accueillir pour ce podcast-là aussi. C'est moi qui te remercie. Là. Je veux dire, du savoir, j'aime bien le dicton que le partager, ça ne nous coûte rien puis ça rend tout le monde plus riche, mais ça reste que c'est ton temps, ton énergie, Ouais, tes efforts. Fait que c'est nous autres qui en bénéficient. Donc, je te remercie beaucoup. c'est agréable. Fait que ça me coûte pas grand-chose dans ce temps-là. Ouais, c'est sûr que quand c'est une corvée, c'est autre chose. Ouais, exact. Mais en tout cas, je te prends au mot. Je pense que ce serait intéressant qu'on en refasse du contenu peut-être plus spécifique puis utilisable concrètement pour le c'est monde. ça, Puis, du concret, puis peut-être du matériel aussi. Là. Fait que ça, on regardera ça en temps et lieu. excellent. Ben, je te remercie.